Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Il dirige l'Ouganda et de main de maître depuis 31 ans et n'entend pas du tout céder le pouvoir. Lui, c'est le président Yoweri Museveni, l'homme fort de Kampala. Le 26 septembre 2017, une violente bagarre éclate à l'Assemblée nationale ougandaise. La raison, l'introduction par les députés de la majorité présidentielle d'un amendement visant à réviser l'article 102 de la Constitution. Une révision qui devrait permettre au président Yoweri Museveni de briguer un 6e mandat en 2021. Mais l'opposition ougandaise n'entend pas du tout, ne l'entend pas du tout de cette oreille et se mobilise contre cette révision constitutionnelle. Alors, évolue-t-on vers une crise politique majeure en Ouganda? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités. Sir Makosso, vous êtes journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Saliou Salvané, vous êtes consultant en géopolitique. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Et monsieur Franklin Nyamzi, vous êtes professeur agrégé de philosophie, analyse politique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Il dit ouvertement avoir soutenu Paul Kagame au Rwanda pour renverser le président Habyarimana, tout comme il a soutenu Laurent Désiré Kabila pour chasser du pouvoir Mobutu Sese Seko au Zaïre. Mais qui est Yoweri Museveni? Qui est cet homme qui fait et défait les présidents autour de lui? Et comment se porte l'Ouganda sous son long règne? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signée Graziella Chakunte. Le problème de l'Afrique en général et de l'Ouganda en particulier, ce ne sont pas les peuples, mais les dirigeants qui veulent rester trop longtemps au pouvoir. Voilà ce qu'a déclaré le président Yoweri Museveni lors de sa prise de pouvoir en 1986. Ironie du sort, 30 ans plus tard, l'homme est toujours en place et semble indéboulonnable. Mais qui est-il ? Et quel bilan peut-on dresser de son long règne à la tête de l'Ouganda, jugé comme l'un des pays les plus prospères de la Corne de l'Afrique? Décryptage. 25 janvier 1971, Idi Amin Dada, chef d'état-major de l'armée, renverse le président Milton Obote, qui dirigeait l'Ouganda depuis l'indépendance en 1962. Yoweri Museveni, réfugié en Tanzanie, sent son heure venir. Il fonde son propre mouvement, Front for National Salvation, un mouvement anti-Obote, mais aussi anti-Idi Amin. En 1979, le régime d'Amin Dada s'effondre. 2 ans plus tard, des élections contestées permettent le retour au pouvoir de Milton Obote. Museveni prend le maquis, mais n'a pas dit son dernier mot. Le 29 janvier 1986, il entre dans Kampala et prend le pouvoir par la force. Alors âgé de 42 ans, il promet un changement radical. À cette date, jour pour jour, d'abord je suis allé au bureau de Mwalimu Nyerere pour préparer l'expulsion d'Idi Amin de la Kagera, mais aussi de l'Ouganda. Je trouve donc cette coïncidence très intéressante. Je me réjouis que vous m'ayez rejoint encore une fois pour faire avancer l'Ouganda, comme nous l'avons fait par le passé. Et dans un pays en ruine, l'économie est la priorité numéro 1. Le gouvernement de Museveni dévalue à plusieurs reprises le shillings ougandais et opte pour une cure d'amincissement en privatisant les sociétés d'État. Dans la foulée, les investissements affluent, la classe moyenne émerge, la croissance explose et le taux de pauvreté est divisé par 3 en l'espace de 20 ans. La perle de l'Afrique devient un modèle et son président, au chapeau à cordelettes, s'attire la bienveillance de la communauté internationale. Donc on lui a donné les moyens de sa politique parce que l'économie ougandaise a été portée par une aide massive des institutions de Bretton Woods. À son actif, bien qu'il y ait eu cette aide massive, à son actif, il y avait une certaine croissance économique et une certaine stabilité parce que l'Ouganda, avant Museveni, était un pays extrêmement instable. Depuis l'indépendance, mais c'était un pays très instable. Et c'est à partir de l'Ouganda qu'on a stabilisé le Rwanda aujourd'hui. Même dynamique sur le plan politique et sécuritaire. Des quotas imposés par le président Museveni permettent l'entrée des femmes au sein du Parlement ougandais, dont il compose aujourd'hui plus d'un tiers des députés. Tacticien dans l'âme, autoritaire dans le sang,
L'homme défait une quinzaine de rébellions et offre au pays une stabilité inédite. Le président Museveni fait figure de père. Il est comme un père, il est indulgent, il réconcilie tout le monde, tous ses ennemis reviennent, les anciens généraux de l'armée reviennent à lui. Tel un père pour cette nation, nous le remercions beaucoup. Au-delà des frontières, il sera également de tous les coups militaires, s'affirmant comme un acteur clé de la géopolitique régionale. Quand le Front patriotique rwandais attaque le régime de Juvenal Abiyarimana ou quand Laurent Désiré Kabila conquiert le Zaïre de Mobutu, l'armée ougandaise prête main forte, des interventions bien souvent stratégiques. Yoweri Museveni sait que l'or est une bonne valeur refuge et que la RDC en dispose beaucoup. Soutiendra l'économie de la RDC pour avoir en plus un soutien politique de la part de la RDC. Mais à mesure que sa moustache s'affine, la corruption gagne du terrain et son régime se durcit. 848 cas de torture ont été recensés dans le pays en 2016, de quoi faire trembler l'opposition. Seulement, celle-ci ne l'entend pas de cette oreille et en paie le prix fort. Son chef de file, Kizza Besigye, est actuellement sous les verrous. Franklin Tamzi, lorsqu'on demande en 2016 au président Yoweri Museveni pourquoi briguer un 5e mandat, il répond, je le cite, « Comment pourrais-je quitter une bananeraie que j'ai plantée et qui commence à donner des fruits ?» Fin de citation. Que pensez-vous de l'homme et de cette réponse qui donne à la question? Le président Yoweri Museveni est la synthèse à la fois de la richesse et des contradictions de la culture politique ougandaise. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'enracine dans 3 traditions ougandaises qui sont relativement incompatibles les unes avec les autres et qui commercent difficilement depuis la naissance de l'État moderne d'Ouganda. La tradition militariste, car il faut bien rappeler qu'en 1962, quand Milton Obote prend résolument le pouvoir, on est dans une structure dans laquelle, à la tête de l'Ouganda, en fait, il y a le roi Mutesa. Mutesa, c'est un roi du Bouganda. Le Bouganda, c'est la principale royauté dans ce territoire. Il lui est accordé le statut de président à vie de la République à cette époque. Et Milton Obote est Premier ministre. C'est Obote qui envoie Idi Amin Dada, son chef d'état-major, en 1966, lequel dépose, en effet par un coup d'État, le roi Mutesa. Et alors, à ce moment-là, s'installe une république à parti unique de type socialiste. La deuxième contradiction dont Yoweri Museveni est porteur, c'est donc la contradiction prophétiste. C'est une terre chrétienne à 83%. C'est cela. Les Ougandais sont chrétiens et Yoweri Museveni lui-même prêche. C'est cela. Se sent investi d'une dimension messianique pour l'Ouganda. Et enfin, la troisième tradition dont il se revendique, c'est la tradition de la démocratie libérale d'inspiration occidentale, qui en réalité chez lui est matinée d'un socialisme africain que lui ont inspiré ses années tanzaniennes sous Julius Nyerere et sa thèse sur Frantz Fanon. Donc vous avez un personnage qui est en réalité le melting pot de 3 logiques. La logique militariste, la logique du traditionnalisme politique du chef éternel et permanent et la logique messianiste. Le tout est habillé dans la maîtrise du verbe démocratique libéral, acquise au milieu des années 80, autour de 87-88, quand il renonce au marxisme-léninisme et au socialisme africain pour souscrire au consensus de Washington et justement devenir l'un des meilleurs élèves du FMI et de la Banque mondiale. Et on le verra effectivement qu'il en est l'un des meilleurs élèves. Mais c'est vrai qu'il fait référence très souvent à l'Afrique dans ses discours. Monsieur Sissalvané, on l'a vu dans l'élément qui est passé. En 86, il dit « Le problème de l'Afrique, c'est d'avoir des dirigeants qui veulent s'accrocher au pouvoir. Moi, je ne suis pas de cette trempe-là. » Et 31 ans après, il est toujours là. Mais il n'est pas le seul qui est à une contradiction près. Lors d'une interview accordée à Al Jazeera, il disait, avec son humour et cynisme habituel, qu'on lui connaît, il disait qu'il est un dictateur heureux, puisqu'il est élu 5 fois. Et bon, alors donc, et puis il n'est pas le seul, parce que il fait partie, pour compléter ce que monsieur vient de dire, il fait partie de cette
de ce groupe de chefs d'État africains que le président Clinton avait louangé en les traitant des New African Leaders. Il y a lui, qui est d'un formatage marxiste, ça a été dit tout à l'heure. Il y a celui d'Éthiopie, défunt Meles Zenawi, oui, qui était aussi d'un formatage marxiste et qui est adhéré à l'économie libérale. Vous avez même Rawlings du Ghana, quand il est arrivé, il était... Au Kagame du Rwanda. Au Kagame du Rwanda. Voilà, c'est des gens qui... chez Rawlings aussi est passé sous les fourches codines du FMI, alors qu'il était grand admirateur de Thomas Sankara. Comment dirais-je, Isaias Afewerki d'Érythrée, ce pays qu'on qualifie de Corée du Nord d'Afrique, ce pays fermé, c'est un marxiste à l'origine pure et dure, mais il ne s'embarrasse pas, oui, il ne se gêne pas à recevoir des subsides des pays les plus capitalistes qui soient. Donc, oui, Museveni est emblématique de ces chefs d'État qui sont dans la contradiction permanente. Mais bon, nous sommes, nous, des êtres humains, nous sommes des monstres de paradoxe, dit-on. Voilà. Nous sommes des monstres paradoxaux, on va dire. Alors, vous et M. Makosso, on peut dire quoi? Que le président Yoweri Museveni aura réussi, et c'est rare sur le continent, et à ne pas se mettre à dos la communauté internationale. On peine à croire qu'il a fait 31 ans au pouvoir. Il n'y a pas de tollé mondial, il n'y a pas de mobilisation mondiale contre le président Yoweri Museveni, et pourtant, ça fait 31 ans qu'il est là, il n'y a jamais eu d'alternance. Oui. Comment l'expliquer? Alors, comment l'expliquer? C'est un peu tout cet héritage. En fait, nous sommes quand même dans un coin de l'Afrique où les gens ont tendance à donner aux anciens tout ce qu'ils peuvent demander, sous les traditions ou encore en essayant de dire, ben voilà, c'est quelqu'un qui est là. Alors, s'il est là jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il donne des garanties. Il donne des garanties non seulement aux Ougandais, mais aussi à la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, on sait quand même que si Museveni demain disparaît, mais peut-être que Joseph Kony reviendra. On ne sait pas encore du côté, je dirais, des autres pays où on sent très bien que c'est quelqu'un aujourd'hui qui rassure, non seulement au niveau de la sous-région, du pays, mais aussi au niveau international. Du pays. Enfin, du pays, n'empêche qu'aujourd'hui... Les organisations des droits de l'homme sont quand même limitées. Oui, mais c'est à lui quand même qu'on donne aujourd'hui d'avoir pacifié le Nord. On sait quand même que le Nord a toujours été une région très agitée, mais c'est grâce à Museveni, on lui reconnaît cela aujourd'hui, d'avoir plus ou moins cantonné, en fait, Kony et ses hommes, et aujourd'hui, il arrive au moins à vendre cela aux Ougandais en disant, ben voilà, moi je suis là, c'est le père, plus nous avons entendu tout à l'heure, on appelle le père. Donc, quand la figure paternaliste, mais c'est très difficile de la contester, même quand on est à l'extérieur. Il ne faut pas oublier, sans oublier que ce pays a traversé des guerres civiles. La dernière a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. C'est un entrepreneur politique qui a des ressources stratégiques. Oui. Il se présente comme celui qui a apporté la paix, la stabilité du pays. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas complètement faux, c'est vrai. Oui. Il soutient le régime de Djouba au Soudan du Sud. Il a eu un rôle qu'on a rappelé au Rwanda et au Congo. Et il envoie des troupes. Burundi. Et il envoie ses troupes se battre en Somalie. C'est vrai. Bon, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais enfin, lui le réclame plus que les autres. C'est une ressource stratégique. Lui le revendique plus que les autres, oui. Où il est, sur le plan régional, considéré comme quelqu'un, gage de stabilité, et pouvant, comme Idriss Déby le fait avec son armée au Tchad, envoyer des troupes pour apporter la maintenir la stabilité. C'est Nyamsi. Nyamsi, pardon. Nyamsi. Excusez-moi. Avec le président Yoweri Museveni, on est à nouveau en face du dilemme traditionnel de la communauté internationale, l'alternance ou la stabilité. Avec un saut dans l'inconnu, l'alternance avec un saut dans l'inconnu ou la stabilité. Et la communauté internationale, jusque-là, a préféré la stabilité. Oui, Museveni incarne le chef africain traditionnel. Il incarne un peu la figure de Mutesa II, qui est détrôné en 1966 par Obote. Oui. C'est-à-dire que les Ougandais vivent dans 4, 5 ou 6 royaumes depuis des siècles et ils sont habitués à ce que les rois quittent le pouvoir avec leur mort. Il incarne la tradition révolutionnaire du socialisme africain, à la manière de Nyerere. Mais n'oubliez pas qu'il revient pour la première fois en 1970, quand, justement, Obote
fait appel à lui pour les services secrets ougandais. Oui. N'oubliez pas que quand Obote est renversé, il part en exil et développe ses relations avec ses africains. Notamment. Il est docteur de l'université de Dar es Salaam. Oui. Donc, n'oubliez pas que Yoweri Museveni, c'est quelqu'un qui a eu le temps d'écumer la sous-région. Il combat au Mozambique. Oui. Il combat au Mozambique, dans le Frélimo, aux côtés de Samora Machel. C'est quelqu'un qui a eu le temps d'écumer la sous-région et de tester 2 doctrines politiques. C'est le point sur lequel je voulais venir. S'il vous plaît. La doctrine révolutionnaire marxiste-léniniste qui passe par l'adhésion populaire. Il sait mobiliser la population. Il sait intégrer la population. Son premier commando avait 30 hommes, parmi lesquels un certain Paul Kagame. Oui. C'est avec ce commando qu'en 1980, quand il perd les élections face à Obote, il prend le maquis. Oui. Et il va tenir 6 ans dans le maquis. Il va entrer à Kampala le 29 janvier 1986 grâce à une mobilisation populaire extraordinaire. Donc, il est capable de gagner des élections. Et c'est important pour son acceptabilité internationale. Il est capable de gagner des élections. L'autre chose qu'il est capable de faire, c'est de générer des opposants qu'il connaît. Son principal opposant aujourd'hui, M. Besigye Kiza, est son ancien médecin personnel pendant la période du maquis. Et il se trouve qu'entre eux, il y a même des comptes personnels assez singuliers, puisque M. Besigye est époux de la 3e épouse de Yoweri Museveni. Donc, il a exactement l'opposition idéal, l'opposition qu'il lui faut, une opposition qu'il connaît comme sa poche. Il a cette capacité justement de médiation, de négociation, mais à côté de cela, il n'hésite pas à aller au charbon. Lors des 2 guerres du Congo, la première, il est aux côtés de Kabila pour renverser Mobutu, et lors de la seconde, il est aux côtés du Rwanda pour essayer de renverser Kabila. Donc il est parfaitement capable de changer d'alliance en fonction de ses intérêts. Enfin, c'est un redoutable homme d'affaires. Il a quand même réussi à enrichir une classe moyenne ougandaise qui n'existait pas et à devenir un investisseur sous-régional. Absolument. Donc, je crois que ce sont ces casquettes-là qui font de Museveni quelqu'un dont on ne peut pas se passer. Un investisseur, parfois, très souvent, au dépens du Congo. Bien sûr, absolument. C'est le cas dans l'Ituri. On reviendra sur ces éléments et notamment sur son bilan économique. Seulement sur le plan politique, les choses ne sont pas si simples pour lui. Il vient d'incarcérer son opposant principal, Kiza Besigye, parce qu'il s'oppose à la révision de la Constitution. Alors, la situation va-t-elle rester longtemps tendue en Ouganda? On en parle dans la deuxième partie de notre émission. Après une courte pause, à tout de suite.